Merci Géraldine, merci Antoine. On est ravis. Alors, troisième introduction, mais après, promis, on rentre dans la conférence. Merci Géraldine, parce c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on collabore depuis presque 3 ans maintenant. Et effectivement, on est dans un partage de connaissances, de savoir. On réinvente aussi des solutions. Et c'est ce que je vous propose ce soir, de prendre le temps, d'arrêter le temps. Le temps dans un monde frénétique, un peu fou quand même. Et là, c'est d'échanger, d'entendre des profils différents, des scientifiques, des philosophes, des sémiologues, des sondeurs, évidemment. Et c'est tout ça qu'on va essayer d'ingérer, de comprendre, pour nourrir les marques, pour agir mieux, et aussi pour créer de la valeur. Je reviendrai à cette notion importante. Il y a 1 an, tout juste, on était à l'Amphiliard, dans un autre lieu magnifique de la Sorbonne, et on essayait de démontrer quelque chose qui n'est pas forcément évident, si on reprend un pas en arrière. Est-ce que les marques, finalement, ont quelque chose à voir avec ce qui se passe dans le monde? Est-ce que les marques sont concernées par l'engagement des individus, l'engagement individuel que chaque citoyen a? Et cette question, elle semble évidente, mais encore faut-il en apporter la preuve. Donc on a lancé une étude l'année dernière auprès de 3000 Français sur un échantillon très représentatif, où on a essayé tout simplement de repartir de cet engagement individuel. C'est ce que vous voyez au centre de cette magnifique map. Et ça traduit, ça mesure, je pense que c'est une ACP classique, qui mesure l'engagement individuel de chaque individu sur des notions d'équité, de justice économique, sociale, sécurité. Et ce qu'on a fait auprès de ces mêmes individus, on a été regarder quelles étaient leurs proximités à différentes marques. Et c'est ce qui nous a intéressé de voir, quel était le lien entre l'engagement individuel des Français et la proximité qu'ils avaient à chacune des marques. Donc on a mesuré pour 200 marques, 60 causes, et le résultat qui était très probant de cette étude montrait que oui, il y a un lien. Oui, les marques sont concernées, les marques sont pas neutres, ne sont absolument pas neutres. Quand on est fan de Deezer, quand on est fan de Disney, quand on est fan d'Heineken, oui, on est engagé, plus que la moyenne, sur des questions d'équité et d'égalité entre les populations. Quand on est fan de Citroën, de Gillette, de Lacoste, on est aussi engagé, mais sur d'autres choses. On est engagé sur des dimensions plus sécuritaires. Je ne vais pas reparcourir cette carte dans l'ensemble, mais si vous n'avez pas eu les résultats, je vous invite à venir me voir ou des Ipsociens dans la salle ici présents pour qu'on vous communique les résultats. Tous les résultats sont accessibles librement, et c'est une étude qui est assez surprenante parfois. Alors certaines choses on s'en doute, d'autres pas forcément. Donc cette question, les marques sont-elles concernées? On y répond assez bien, oui. Dominique Desjeux, Benoît Helbrun, avec qui on avait fait la conférence l'année dernière, nous ont provoqué et nous ont dit c'est bien, mais il faudrait aller au-delà. Il faudrait aller voir si cet engagement il se traduit dans des comportements, dans une réalité. Qu'on reste sur du déclaratif et un engagement déclaré. Et là, c'est ce que je vous propose de parcourir aujourd'hui, d'aller un cran plus loin et de savoir qu'est-ce qu'il se passe réellement dans l'expérience, dans la réalité des consommateurs, au-delà de leur engagement déclaré. Et le contexte d'aujourd'hui, il est chaud, bouillant. Il se passe des choses avec les marques, on a tous vu, des revirements idéologiques, une ingérence d'un certain pays dans la stratégie de certaines marques, et on voit des marques virer de bord, arrêter leur politique DEI, diversité et inclusion, ou même d'autres investissements ESG. On a été très curieux de savoir si en France, on était au même niveau, et qu'est-ce qu'en disaient les Français? Est-ce qu'ils sont attachés ou pas à ces politiques de diversité, notamment des entreprises? Et la bonne nouvelle, c'est que 77%, qui est un résultat très large, des Français se disent favorables au maintien des politiques DEI en entreprise par les marques françaises. Alors pourquoi un tel enthousiasme? Assez simplement que tous les individus qui ont expérimenté ces politiques DEI reconnaissent un impact positif pour eux. Un impact qui peut être sur leur bien-être au travail, les relations avec les collègues, un sentiment d'appartenance,
Et bien entendu, ça on le savait un peu, ça donne une bonne image auprès des clients. Donc les marques ont tout à gagner, elles ont aussi tout à perdre. On a une étude qu'on a menée pour la Tribune la semaine dernière, où on montre que 68% des Français se disent prêts à boycotter les marques américaines. Et dans notre sondage de la semaine dernière, 50% des Français disent qu'ils achèteront moins, ils auront moins envie d'acheter des produits d'une marque qui se retirerait de ces investissements de diversité et d'inclusion. Un des résultats assez surprenants de cette étude, c'était de voir avec quel consensus, en France, cet engouement pour la diversité et l'inclusion était partout. On a regardé les résultats par région, le Nord, le Sud, la Bretagne, le Centre, l'Est, et les mêmes niveaux de score, on a vu à peu près partout. Donc 77%, parfois 80%, dans le Nord notamment. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est de regarder en fonction de son bord politique, au sein des sympathisants notamment de l'extrême droite, enfin de la droite radicale, disons. Même là, on a des scores un peu plus faibles, mais quand même nettement favorables pour le maintien de ces politiques DEI. Et là, on voit la situation et la différence avec les États-Unis, puisque c'est un des sujets qui a été politisé, la montée du rejet, et ce n'est pas encore le cas en France. Donc, à cette question, faut-il, faut-il pas, je pense qu'on y répond assez simplement. Oui, il faut, et c'est encore plus probablement aujourd'hui une opportunité française, des marques françaises, de continuer et de l'affirmer encore davantage. Mais à cette question, faut-il pas, il y a surtout la question aussi de comment. Et c'est ce qu'on va essayer de parcourir aujourd'hui. Le comment, alors certainement pas comme avant. Je pense qu'il y a une forme de brutalité là qui nous arrive comme ça, avec des marques qui arrêtent, et encore une fois une forme d'ingérence. Donc la question, c'est comment on aborde les choses désormais. Donc on va avoir différents témoignages, différentes perspectives philosophiques, scientifiques, politiques. Et on va voir que finalement, on va passer de tout ce qui a été imaginé par les marques, ce qu'on appelle l'imaginaire des marques. On va retrouver beaucoup d'inventivité. Quel est le rôle des marques ? Les marques aujourd'hui peuvent avoir un rôle sur des domaines très nouveaux. Enfin, on est au début de l'innovation de ce que peut être le rôle d'une marque aujourd'hui dans la société. Mais cette imagination et cette innovation doit se connecter, s'ancrer, être exécutée, comme toute stratégie d'ailleurs, dans le réel. Et comment on l'exécute, évidemment, et c'est là qu'Ipsos a un rôle évidemment important à jouer aussi, c'est comment on mesure, comment on innove pour mesurer l'impact réel de ces politiques sur les individus, les citoyens. Et pas uniquement, ça on le fait déjà depuis des années, sur l'image que ça reflète pour la marque. Et c'est une fois qu'on a parcouru tout ce chemin que la marque gagne en légitimité et peut donc s'engager assez fortement. Donc on va voir que l'imaginaire ne s'oppose plus au réel. L'imaginaire doit, dans un continuum, augmenter le réel. Et là, on commence à rentrer dans un niveau philosophique, et là, c'est là que j'arrête et que je passe la parole à Géraldine Michel, qui va nous parler de dialectique entre l'imaginaire et le réel.